Bonjour. Aujourd'hui, mon équipe composée de Claudia et d'Alexandre et de Samuel et Ben Bono qui est dans la salle, on va vous présenter les résultats de notre essai laboratoire. Pour commencer, on va débuter par une mise en contexte de notre projet et des grands enjeux qui ont mené en fait à nos questions d'études. Notre essai laboratoire se penche sur la question de la protection des sources d'eau potable et du type de développement qui devrait s'y faire. Donc, plus précisément, de comment concilier les deux afin d'assurer la pérennité de notre ressource en eau au Québec. Pour notre part, on a choisi de s'intéresser particulièrement à un cas bien précis qui nous touche particulièrement, donc le cas de la prise d'eau potable de la rivière Saint-Charles. Et en fait, notre territoire d'étude se trouve à être le bassin versant de cette prise d'eau potable-là. Et lorsqu'on regarde la carte d'occupation du territoire, on peut voir qu'il y a plusieurs municipalités qui se retrouvent dans le bassin versant et que la majorité de la population va se retrouver en concentration autour des grands axes routiers et des principaux lacs et cours d'eau. On peut voir également que la proportion de couvert végétal est quand même importante en comparaison aux autres activités, soit l'agriculture ou les carrières et sablières. Dans les dernières décennies, avec l'explosion du développement résidentiel, il a été observé que la qualité de l'eau du bassin en général, mais même plus particulièrement du lac Saint-Charles, avait grandement diminué. Et ces constats-là, en fait, sont apparus à la suite de nombreuses études qui ont été menées par plusieurs groupes de chercheurs plusieurs universités, mais également de l'Association pour la protection du lac Saint-Charles et des marais du Nord, mais également de firmes privées comme la firme Roche en collaboration avec la communauté métropolitaine de Québec. Et ça, c'est un peu alarmant que ce lac-là soit en détérioration accélérée, étant donné que c'est la prise d'eau potable pour plus de 350 000 personnes de la ville de Québec. Donc, la principale cause, en fait, qui est pointée du doigt, c'est souvent pour des raisons anthropiques, donc les manières de développer dans le bassin versant. Donc, pour pallier à cette situation-là, il y a plusieurs municipalités qui ont mené des interventions chacun de leur côté, entre autres la municipalité de Stoneham-Tewksbury, pardon, qui a fait un raccordement de plusieurs installations septiques au réseau d'égouts qui étaient désuètes ou non conformes. Il y a aussi la municipalité du Lac-Beauport qui a un suivi très serré de la qualité de l'eau. Puis, il y a plusieurs actions aussi de revégétalisation des bandes riveraines qui sont encore en cours. Et plus récemment, on a une approche innovante, en fait, de la communauté métropolitaine qui est venue, en fait, mettre en place un plan de protection des sources d'eau potable et qui est passé, entre autres, par un règlement de contrôle intérimaire qui soit un moratoire sur les constructions afin d'imposer des restrictions supplémentaires aux interventions humaines dans le bassin versant. Donc, c'est en vigueur depuis 2016. Il y a eu plusieurs assouplissements face à la première version, mais en fait, la réglementation est basée sur des profils de vulnérabilité qui sont divisés en zones sur le bassin versant, comme le montre la carte ici, donc 4 profils différents, et qui traitent surtout des pentes, du couvert végétal, de l'ouverture des nouvelles rues, et la réglementation va être différente selon chacun des secteurs de vulnérabilité qui est pointé. Donc, malgré la bonne volonté de toute cette approche-là, il y a plusieurs commentaires en fait qui ont été soulevés dès l'application du corps. Donc, on a eu le mécontentement de plusieurs promoteurs, municipalités et même de particuliers qui se sont sentis visés et attaqués même dans leurs droits euh, face à cette nouvelle réglementation-là. Et ça a même créé certains conflits entre les acteurs du territoire. Donc, face à l'envergure de cette situation-là, notre équipe, on est venu à se poser 4 grandes questions de recherche. Donc, est-ce que c'est encore possible, en fait, de développer dans le bassin versant sans nuire à la qualité de l'eau? Est-ce que certains secteurs seraient plus adéquats pour un tel développement? Quelles sont les contraintes naturelles et réglementaires qui sont applicables à ces secteurs? Et quels sont les acteurs qui sont concernés et comment fonctionne ce réseau? Donc, l'ensemble de là est découlé, en fait, pardon, une grande hypothèse de notre travail, soit qu'un développement urbain supplémentaire tel qu'il se pratique actuellement dans l'ère d'alimentation de la prise d'eau potable n'est pas souhaitable. Par contre, des approches alternatives pourraient permettre de concilier le tout et de permettre le développement des municipalités en amont de la protection et la protection de la source d'eau potable. Donc, cela nous a permis d'élaborer différents objectifs qui est passé par une combinaison de méthodes et pour pouvoir répondre à notre hypothèse. Donc, en fait, la première était d'analyser le réseau d'acteurs qui est passé par une revue de littérature et des entretiens semi-dirigés
pour pouvoir ensuite représenter toutes les contraintes du territoire et regarder l'ensemble de la situation dans le bassin versant, de pouvoir cartographier toutes ces contraintes-là et en arriver à établir des profils de sites face à une analyse multicritère, tout ça dans le but d'évaluer l'adéquation sur le territoire et formuler des recommandations de gouvernance pour la ressource en eau. Donc, la combinaison de toutes ces approches-là a permis de relever deux grands constats que mes collègues vont maintenant vous présenter. Donc, le premier grand constat qui s'est dégagé de notre travail, c'est que le cadre réglementaire actuel ne permet pas nécessairement, ou du moins entièrement, cette conciliation entre le développement et la protection de la source d'eau potable. Donc, selon nous, il y aurait une opportunité peut-être de venir l'améliorer d'une certaine manière. Donc, c'est une première chose qui est ressortie beaucoup à travers nos rencontres avec les acteurs, c'est la complexité du cadre, la difficulté à travailler avec toutes les normes qui sont imposées par le RCI, donc autant chez les promoteurs qu'au niveau des municipalités. Ensuite, la rigidité du cadre aussi, le fait que son application nécessite beaucoup de temps et de ressources. C'est aussi quelque chose qui a été mentionné, puis qui ne semble pas encourager les promoteurs à aller innover et à vraiment bonifier leur développement au niveau de la gestion de l'eau. Ils vont plutôt souvent chercher à seulement accoter les normes, étant donné qu'elles sont déjà nombreuses. Une autre chose qui cause un peu problème, c'est le fait que le cadre s'applique à l'échelle de l'eau. Donc, ce qui est approprié pour les constructions qui sont en cours, mais qui ne permet pas vraiment une vision d'ensemble pour le développement futur qui permettrait, par exemple, d'intégrer des notions de connectivité écologique ou urbaine. Puis finalement, on s'est aussi posé des questions sur son niveau d'application pour en arriver à la conclusion qu'il serait peut-être mieux qu'il vise directement, du moins plus directement, les promoteurs plutôt que de venir alourdir le cadre réglementaire qui est déjà en place. Donc, il faudrait que le cadre vienne mieux accompagner les promoteurs au niveau des bonnes pratiques et plutôt leur demander d'atteindre des objectifs en regard à la protection de l'eau pour pouvoir développer. Aussi, notre analyse de réseau social a aussi fait ressortir quelques difficultés au niveau du cadre. Donc ça, c'est une analyse qu'on a pu baser sur les informations qu'on a obtenues auprès des acteurs, encore quand on les a rencontrés, où on leur posait des questions sur les interactions qu'ils ont avec les autres intervenants sur le territoire. Oui, donc on est arrivé à une représentation visuelle qui est la suivante, où les nœuds représentent les acteurs et les liens représentent les relations entre eux. Donc la première chose qu'on peut voir, c'est qu'il s'agit d'un réseau qui est quand même très dense, où il y a énormément de relations. Donc il y a déjà pas mal d'échanges entre les acteurs. Le réseau est assez diversifié également en termes de type d'organisation, d'organismes qu'on y retrouve. Donc, autant des instances municipales que des promoteurs, des OBNL, des associations de citoyens, des universités et encore d'autres. Si on se penche plus spécifiquement sur la centralité du réseau, on voit que la majorité des acteurs les plus centraux sont issus du milieu municipal. Donc, ce sont ceux qui sont responsables de l'élaboration et de l'application du cadre, alors que ceux qui ont plus un rôle d'intervention dans le bassin versant se retrouvent plus à ce moment-là en marge, donc les promoteurs et les entreprises privées. Ensuite, si on va voir un peu plus les relations qui sont plus conflictuelles ou qui sont considérées comme étant à améliorer, qui sont les liens qu'on voit en rouge, on se rend compte qu'elles se retrouvent aussi concentrées au centre du réseau. Donc, ça peut dénoter un problème au niveau de la gouvernance, étant donné que plusieurs de ces relations-là, un petit peu plus difficiles, se dirigent vers les acteurs plus centraux qui sont à la base de l'élaboration du cadre. Mais au-delà des tensions que le cadre a pu apporter, il a également amené des nouvelles collaborations, des nouvelles relations qui sont très intéressantes dans des acteurs. On peut penser par exemple à des promoteurs qui ont approché des organismes qui ont une expertise en environnement, comme par exemple l'Association pour la protection de l'environnement du lac Saint-Charles, pour venir améliorer leur projet au niveau de la prise en compte de la ressource en eau. Puis finalement, si on s'intéresse à la modularité, qui est une analyse qui permet de faire des regroupements d'acteurs qui sont fortement interreliés, donc ça donne les trois groupes de couleurs différentes qu'on voit à l'écran.
On se rend compte qu'il y a un peu une séparation, qu'il semble y avoir une séparation dans le réseau entre les acteurs de la Couronne Nord et ceux qui sont plus reliés à la ville de Québec. Donc, si vous êtes intéressé au dossier, c'est quelque chose que vous avez peut-être pu dénoter dans l'actualité. Il y a une certaine perception des gens de la Couronne Nord que la protection de l'eau est un peu utilisée comme un prétexte pour limiter le développement dans ces municipalités-là au profit de la ville de Québec, qui, pour sa part, dénonce plutôt le type de développement dans les municipalités en périphérie, en considérant qu'il n'est pas nécessairement durable, étant donné qu'il compte toujours sur plus de développement et qu'il ne prend pas nécessairement en compte les coûts associés à l'éloignement. Puis finalement, on voit également que la municipalité du lac Beauport, en haut, se retrouve un petit peu isolée dans le réseau, donc elle est peut-être un petit peu moins reliée aux autres intervenants et travaille de manière plus indépendante dans ce dossier-là. Donc maintenant, je vais laisser la place à Alexandre qui va nous parler du deuxième constat. Donc, notre deuxième constat qui se dégage de notre travail, c'est celui de penser à une façon alternative de développer, contrairement aux méthodes traditionnelles qui se font présentement pour la protection de la ressource en eau. Donc, ici, on vous représente la carte du bassin versant selon les différents niveaux de contraintes qu'on y retrouve. Ces niveaux de contraintes-là ont été établis à partir de différents critères de type législatif, réglementaire, et aussi à partir des caractéristiques qu'on retrouve sur le territoire. Donc, un niveau de contrainte qui serait nul ou faible, ce serait un secteur où on retrouve peu de ces contraintes, tandis qu'un niveau très élevé serait un secteur où plusieurs de ces critères sont présents. Donc, déjà, d'entrée de jeu, on remarque que le territoire est quand même assez contraignant, mais il existe toujours un potentiel pour le développement, surtout si on décide d'intégrer des méthodes de développement à faible impact environnementaux. Donc, à partir de cette carte-là, on a été en mesure de sélectionner 10 sites potentiels pour accueillir un développement. Donc, on a voulu, bien sûr, sélectionner des sites avec des niveaux de contraintes les plus faibles, mais aussi en considérant la proximité des développements qui sont déjà présents sur le territoire et de leur proximité au réseau routier. Donc, voici les 10 sites qu'on a sélectionnés. Ces sites-là ont été analysés par Macbeth, qui est un outil d'aide à la prise de décision. Donc, Macbeth, en fait, va mesurer le potentiel de développement pour ces 10 sites-là selon des critères qui vont être préétablis. Les critères qu'on a décidé de garder pour analyser les sites sont la présence d'un milieu humide, le pourcentage de couvert végétal qu'on retrouve, l'indice drastique, ainsi que le pourcentage de pente élevée qui occupe chacun des sites. Donc, voici les profils que Macbeth nous dégage. On remarque que parmi les 10 sites, 8 d'entre eux ont tous leurs critères dans nos seuils d'acceptabilité. Seulement 2 d'entre eux ont un de leurs critères qui est sous notre seuil d'acceptabilité. Puis, pour illustrer notre point, on a décidé de choisir le site numéro 3, dont les critères sont tous dans l'acceptabilité, mais où on retrouve encore certaines facteurs contraignants sur le site, donc pour vraiment montrer comment on peut avoir une approche de développement à faible impact. Donc, c'est notre site en question. Selon les méthodes du faible impact, la première étape, en fait, c'est de délimiter les zones qui seront conservées. Donc, ici, dans le nord, on a des zones de forte pente, là, donc ce qui est jaune et rouge. On en a aussi dans le sud, puis quelques points ponctuels à travers le territoire. Donc, tout ça, ça va être conservé. On a également la présence de réseaux hydrographiques ici, qu'on ne voit pas très bien, qu'on va conserver avec sa rive, mais aussi une autre rivière qui traverse la frontière est, qui sera également conservée avec sa rive, et finalement un milieu humide ici. La prochaine étape, c'est de déterminer les sites où les résidences seront implantées, puis de les rejoindre en traçant les différentes routes. Également, on va préconiser une approche de lotissement par grappe. Là. Donc, c'est des lotissements qui sont beaucoup plus petits que les lotissements traditionnels. Donc, ça évite encore l'emprise anthropique sur le milieu naturel. Puis, c'est ça, pardon. Ensuite, on a décidé de faire un parc linéaire, justement, pour mettre en valeur ce milieu-là qu'on va conserver. Qu'on va par la suite
rejoindre au reste du territoire, donc aux zones résidentielles puis aux autres zones de conservation pour que les résidents puissent vraiment se l'approprier puis valoriser sa conservation. Puis finalement, on rajoute des bassins de rétention d'eau pour une meilleure gestion des eaux de pluie. Puis il y a d'autres mesures qui peuvent aussi être entreprises, comme installer des jardins d'eau, débrancher les gouttières des réseaux d'égouts, ou même revégétaliser les zones déboisées pour permettre une meilleure infiltration de l'eau dans les sols. Donc, notre recommandation pour concilier le développement immobilier avec la protection de l'eau se fait en 2 étapes. Donc, premièrement, c'est une planification qui se ferait à l'échelle du bassin versant. Puis, ça passe par différentes étapes, dont analyser la dynamique des différents acteurs qui sont en jeu, identifier les secteurs les moins contraignants qui se situent sur le territoire, sélectionner les sites qui sont les plus propices à un développement faible impact, puis vraiment de solliciter la participation de tous les acteurs pour élaborer des propositions qui vont de pair avec les développements à faible impact environnementaux. Puis le deuxième point aussi, c'est de permettre un cadre réglementaire plus flexible, donc favoriser des approches d'aménagement d'ensemble et par objectif, puis aussi d'intégrer, comme l'analyse Geffy le démontre, davantage les promoteurs, donc qui sont des intervenants qui se trouvent en marge du réseau social, mais qui ont un réel impact sur le territoire. Donc, merci de votre attention. C'est pas s'applaudir. On est fait bien dans le temps, oui. Merci pour cette présentation très claire. Il y a déjà une main levée. Donc, Rosalie. Prépare-toi à donner le micro. Je me demandais par rapport au développement, est-ce que vous pensez que c'est quand même réaliste? Là, vous suggérez des développements résidentiels, mais de permettre des développements qui vont être faits avec des installations septiques. Est-ce que c'est quand même bon, compte tenu de toutes les problématiques qui sont associées à ça? En fait, les fosses septiques, c'est pas nécessairement toujours négatif. C'est sûr que ça a été au départ, c'est pour des résidences qui sont isolées. Aujourd'hui, c'est à se poser la question des fois si le raccordement pose plus de dommages à l'environnement que les installations septiques. Il y a quand même plusieurs technologies maintenant qui permettent de bien filtrer les polluants, les nitrates, les extraits, et toutes les choses en fait qui en ressortent. Mais c'est sûr que ça demande un suivi qui est quand même assez important. Il y a maintenant presque toutes les municipalités ils ont une collecte des vidanges, donc il y a quand même un contrôle qui est plus strict qu'il y a quelques années. Mais c'est sûr que dans des développements comme ça, les réseaux d'égouts, en fait, passent maintenant très proches, là, donc la majorité des maisons seraient raccordées au réseau d'égouts plutôt que sur installation septique. Puis on favorise quand même ça, surtout quand les réseaux sont proches, mais c'est sûr que dans certains cas, les installations septiques, c'est quand même un meilleur choix, là. D'autres questions, commentaires? Je passe la parole, puis ensuite à toi. Louis Desrosiers, moi je suis directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement pour la municipalité de Stoneham et Tewksbury. Je veux vous féliciter pour votre présentation tout d'abord. Je trouve que c'était précis, c'était bien fait et j'aimerais bien en avoir une copie pour les présenter aux élus. Je pense que la démarche, c'est ce qu'on tend à faire, en tout cas, là, chez nous, vous l'avez constaté. Et puis, les développements, les zones à conserver, les milieux humides, le lotissement par grappe, le parc linéaire, c'est ce qu'il faut faire, je crois, pour rendre un milieu de vie intéressant, tout en protégeant l'environnement. Puis, mais ce que je retiens surtout, c'est au niveau de la conciliation. Je trouve que ce que vous proposez, c'est la voie d'avenir, c'est ce qu'il faut tendre. Il faut impliquer les promoteurs avec les organismes, avec la CMQ, avec les municipalités, les différents intervenants et même les groupes environnementaux, pas les voir comme des groupes de pression, mais davantage comme des acteurs qui peuvent nous aider dans la planification de nos développements. Ça a trop été perçu comme des groupes de pression qui faisaient du lobbying pour leur cause, dans le fond. Mais là, je pense qu'on en est rendu là. Il faut se parler, il faut s'asseoir, puis il faut discuter ensemble. Puis je pense qu'on est dans la bonne voie de toute façon. Puis je vous remercie encore. Merci. Ce commentaire, David,
Oui, bonjour, ben bravo, belle présentation. Je trouve ça particulièrement intéressant si on croise ça avec une réflexion qui vise à consolider les noyaux villageois qui existent déjà sur ces territoires-là. Puis là, je me posais une question, peut-être que vous n'aurez pas la réponse, mais bon, je me lance quand même. La proposition que vous montrez, on voit autour du site que vous avez identifié qu'il y a déjà des choses, hein? Il y a déjà des lotissements. Si ce site est si peu contraignant d'un point de vue environnemental, pourquoi n'est-il pas déjà construit? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres contraintes finalement à l'utilisation de ce site-là qui fait en sorte qu'au bout du compte, ça peut être aussi, sinon plus compliqué, puis qu'il ne verra pas le jour? Autrement dit, votre réflexion, elle est très, très, très intéressante, mais est-ce que vous êtes au courant, au fait, entendu parler de raisons qui feraient en sorte que ce n'est pas déjà le cas sur ce site-là? Ou sur les autres sites que vous avez, parce que vous en aviez plusieurs. Là. En fait, sur les sites qu'on a identifiés, on est allé voir également ce qui est indiqué au niveau du zonage. Donc, ce site-là, dans le plan d'urbanisme, c'est justement un site qui était identifié comme étant un site pour du développement potentiel. Puis, on sait qu'il y a en ce moment des projets de développement qui sont prévus, qui ne sont pas encore réalisés. En fait, certains qui sont entamés. Mais on sait, c'est ça, qu'il y a des projets qui sont prévus. Puis, on a même rencontré certains des promoteurs sur le territoire pour voir si on ne pouvait pas justement participer à une proposition d'aménagement sur ces endroits-là. Oui, très. Puis, comme ce site-là, on l'a choisi aussi parce que justement, il se retrouvait en deux milieux déjà en développement. Puis la façon, ce qu'on a proposé, en fait, c'est totalement arbitraire, mais on a quand même raccordé nos rues à des rues qui sont existantes, puis qu'on sait qu'il y a une optique de raccorder aussi ces différents secteurs résidentiels-là aussi, là, pour permettre une meilleure fluidité sur le territoire, donc pour favoriser l'accès aux différentes attractions de récréo touristique ou autres. Alors, François Morneau, je suis le coordonnateur du programme de protection des sources d'eau à la CMQ. Écoutez, c'est sûr que quand on regarde des choses comme ça, on peut imaginer des beaux projets, mais vous savez que les promoteurs sont là pour faire de l'argent. C'est des hommes d'affaires. C'est seulement par de la réglementation qu'on peut les amener à faire de ce genre de projets comme ceux-là. Parce que au départ, c'est d'augmenter la densité pour pouvoir faire plus d'argent. C'est plate, c'est comme ça. C'est de même que c'est fait. Ils n'ont pas la protection de l'eau comme objectif, eux. C'est de faire de l'argent. Donc, on est obligé de regarder les choses dans l'esprit d'intérêt général. Et c'est au cœur de tout ce dossier-là. La principale, en fait, le pouvoir qu'une municipalité a de se développer par rapport à une autre, dans ce contexte-là, c'est ça qui est l'enjeu. C'est une protection de sources d'eau qui alimente quand même une bonne partie, presque les 2 tiers de la population de la région de Québec, mais aussi leur propre source d'eau potable. Et là, on a développé tout récemment, on a déposé un rapport sur l'eau potable. On s'aperçoit, c'est pas que le Lac-Saint-Charles qui a le problème. C'est tous les aquifères. Si le type de développement, ce mode de développement ne fonctionne pas. La réglementation en place pour mettre des installations septiques ne fonctionne pas. C'est pas basé sur de la bonne science. On a la démonstration. Il faut changer nos façons de faire rapidement. Et le RCI, c'est ça son truc. Un choc là, électrique pour dire qu'il faut changer nos modes de développement parce qu'on s'en va dans le mur. Alors, c'est ça, le RCI. C'est plate, là. Il est contraignant. Puis, il n'y a pas de RCI qui est le fun en passant. Ça fait le 5e que je fais, moi, dans ma carrière. C'est jamais le fun. C'est un outil pour régler un problème urgent. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème, comme ils l'ont diagnostiqué dans leur présentation, à l'application de ce règlement de contrôle intérimaire qui est aussi peut-être boiteuse? Merci, François Morneau. Donc, Claude, qu'est-ce que ça dit sur cette question il y a eu des débats très intéressants. J'ai même pas pu m'empêcher d'y participer moi-même. C'est tout dire. Il y en a, mais votre réseau très structuré a suscité beaucoup de questions, dont une en particulier qui un intervenant s'étonne. D'habitude, ce sont les groupes qui sont les mieux structurés ou ceux qui sont les mieux réseautés, qui sont capables de faire des pressions en faveur de leur thèse. Or, on remarque que vos promoteurs sont assez peu structurés, somme toute, alors qu'ils sont les premiers à bénéficier d'un développement domiciliaire très intense. Et au final, leurs prétentions semblent malgré tout faire leur chemin. Avez-vous une réflexion particulière par rapport à cela? Comme quoi, les promoteurs, malgré le fait qu'ils sont en marge, ils ont quand même une grande influence. Exactement. Oui, c'est sûr que des fois, il y a quand même un jeu entre les promoteurs, les élus. Donc, il y a certains projets qui passent somme toutes
peut-être les côtés négatifs ou malgré les désaccords de la population. En même temps, s'ils n'ont pas une réglementation qui leur empêche de faire des choses ou s'ils se font donner des permis, même s'ils ne sont pas censés, ben, c'est des choses qui font partie de la réalité, là. Donc, je pense que tout le monde en est conscient partout, même, tu sais, pas juste sur le territoire du bassin versant, mais je pense un peu partout au Québec. Mais si on les intégrait davantage puis qu'on faisait les développements avec eux, peut-être qu'on éviterait justement ces situations-là puis qu'ils pourraient se retrouver à l'intérieur du réseau de manière plus bonifiée. Ouais. Rapidement. Si je peux ajouter, sont en marge surtout par rapport au processus décisionnel. Oui, ils vont finir par faire leurs travaux, mais au final, si on regarde ça en termes de centralité, la CMQ qui normalement gère un peu tout ce qui est ce dossier-là, finalement, sont en marge avec cette centralité-là. Merci beaucoup. Ah, ben vas-y, Ben. Alors, je veux compléter. En fait, il y a différents acteurs qui interviennent dans le bassin versant de la prise d'eau de la rivière Saint-Charles. Et chacun de ces acteurs-là a leurs intérêts. Et ces intérêts sont assez différents. Et, par exemple, pour les promoteurs, comme M. Morneau disait tantôt, leur objectif, c'est de faire de l'argent. Ils ont un intérêt économique. Et tout comme les instances municipales, par exemple, qui ont des intérêts beaucoup plus liés à la protection des ressources en eau et aussi liés à augmenter leurs recettes fiscales. C'est pourquoi, dans notre travail, nous autres, on a proposé d'élargir, de réaliser une analyse multicritère qui va prendre en compte non seulement les critères sociaux, mais aussi les critères économiques et les critères environnementaux pour pouvoir arriver à une proposition qui permettra de concilier le développement du bassin versant et la protection de la source. Parce que nous autres, on a utilisé seulement dans l'analyse multicritère les critères physiques du territoire, mais on peut combiner ça avec les critères sociaux, économiques, et en impliquant les acteurs et même les populations, parce que si on veut développer, c'est pour la population. Merci beaucoup. Merci à vous cinq.